Harcèlement moral institutionnalisé. On peut déjà dire que le harcèlement moral est réprimé par le code pénal, par le code du travail et par le code général de la fonction publique. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène de société, il s'agit bien d'une infraction pénale et les auteurs de ces infractions sont des délinquants. C'est important de le rappeler parce que, encore une fois, ce que l'on constate, c'est que les victimes, très souvent, culpabilisent. Elles estiment qu'elles méritent ce qui leur arrive et par conséquent, elles n'agissent pas. J'avais l'occasion récemment d'indiquer, à l'occasion d'un tournage, qu'il existait 2 types d'agents face à des faits de harcèlement moral. Un agent harcelé moralement qui n'est pas accompagné par un avocat et un agent harcelé moralement qui est accompagné par un avocat. Enfin non, du coup, il n'existe qu'un seul type d'agent harcelé, c'est celui qui n'est pas accompagné d'un avocat, puisque celui qui est accompagné d'un avocat, lui, le harcèlement va immédiatement cesser. Je vous expliquerai comment. Moi, j'ai mis en place toute une stratégie que je déploie au fur et à mesure et qui permet, mais vraiment assez rapidement, de stopper immédiatement tous les faits de harcèlement qui peuvent avoir lieu à l'encontre de mes agents. Et j'ai envie de dire, si l'administration continue d'harceler les agents que j'accompagne, franchement, c'est du suicide. C'est simplement du suicide. Parce que finalement, une fois que vous avez adopté la stratégie et que vous savez un peu où vous allez, vous êtes accompagné et à ce moment-là, vous mettez en place tout le stratagème nécessaire pour prouver le harcèlement. Parce qu'on va revenir dessus tout à l'heure, mais le harcèlement moral, c'est quelque chose qui est très difficile à prouver. Pourquoi ? Parce que c'est insidieux. C'est des brimades, des réprimandes, des moqueries. C'est un management un peu par la terreur. C'est toujours très difficile parce que l'administration va chercher à s'abriter derrière l'intérêt du service. Or, on le verra, il y a des manières pour prouver l'existence de ce harcèlement moral. Et lorsque vous êtes une victime, vous n'êtes pas contrainte de subir, vous pouvez agir. Ça, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler parce que, évidemment, le premier des réflexes, c'est au moins de lire quelques articles juridiques sur le sujet. Ça vous permet déjà d'avoir quelques éléments de réflexion et puis prenez contact rapidement avec un avocat. C'est un sujet qui peut vraiment vous aider et vous sauver la vie. Le harcèlement institutionnel, le harcèlement moral institutionnel, c'est une notion jurisprudentielle, c'est une notion doctrinale. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de texte. Je vais vous expliquer comment tout cela est arrivé. Donc, le harcèlement moral institutionnel, c'est quelque chose qui est assez évanescent. D'accord ? En d'autres termes, c'est pas un texte précis qui va réprimer ce type de comportement. On a en réalité un raisonnement par analogie, c'est-à-dire qu'on va appliquer le harcèlement moral à une situation qui est un peu différente du harcèlement moral. Je vais vous expliquer tout ça. Le harcèlement moral, ce sont des agissements qui sont répétés, donc il ne faut pas qu'il s'agisse d'un fait unique. Si on vous a réprimé une fois, ça ne caractérise pas un fait de harcèlement moral. Donc il faut qu'il y ait des agissements répétés. Il faut que ces agissements répétés aient pour objet ou pour effet, en d'autres termes, ce n'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas, c'est la conséquence, une dégradation de vos conditions de travail et de vos conditions de santé, et ou une atteinte à votre dignité ou à des droits fondamentaux. En d'autres termes, on va causer la dépression, on va porter atteinte à des droits que vous avez, on va dégrader vos conditions de santé physique et psychologique, les deux sont liés, vous le savez, et ça, bien entendu, ça va caractériser le harcèlement moral. Donc si vous prenez des brimades, mais que derrière, il n'y a pas d'éléments médicaux pour justifier une dégradation de vos conditions de santé ou des éléments factuels qui permettent de constater une dégradation de vos conditions de travail, grosso merdo, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne réussirez pas à rapporter la preuve du harcèlement moral. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une stratégie. Vous ne pouvez pas saisir un juge, de demander que l'employeur soit condamné en raison du harcèlement que vous subissez, si vous n'avez pas un tout petit peu préparé votre dossier en amont. À défaut, vous allez devant de graves problèmes, c'est-à-dire que votre recours sera perdu. Parce que, sans la preuve, le droit n'est rien. Rappelez-vous toujours ça. Si vous venez voir un avocat et que vous lui dites « voilà, je suis victime de harcèlement », mais que vous n'avez pas un échange de mails, pas un seul élément médical, pas une seule attestation, aucun rapport de l'administration sur ce sujet de harcèlement, malheureusement, vous allez vous retrouver dans une situation particulièrement délicate. L'avocat qui vous accompagnera va soit vous recommander de préparer votre dossier, constituer des preuves, soit va vous déconseiller de faire un recours si vous n'avez pas d'autres possibilités d'avoir des éléments de preuve. Ce sont, rappelons-le, des faits de nature pénale.
Quelques chiffres, je trouve toujours ça très intéressant. On a 5,83 millions d'agents publics en France. On a une augmentation ces dernières années parce qu'on a notamment des contrats aidés et donc on a augmenté la masse d'agents qui appartiennent à l'État. Tout à l'heure, on m'a dit qu'est-ce qu'un agent public? Un agent public, c'est une personne qui a un statut fixé par la loi et les règlements, donc en d'autres termes, ce n'est pas un contrat de travail, qui va travailler pour une administration. Je parle d'agents publics et pas de fonctionnaires, puisque dans les agents publics, vous avez des administrations qui ne relèvent pas de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Je pense notamment aux militaires, par exemple. Donc, je parle des agents publics, c'est ceux qui sont dans une relation de travail fixée par les règlements et les statuts, qui travaillent pour des administrations dans un but de service public. C'est la définition consacrée par la jurisprudence. Vous ne faites pas ça pour l'argent, vous faites ça par l'intérêt, par le devoir de l'intérêt général. C'est très important parce que véritablement, on constate que métiers égaux, dans le secteur privé et dans le secteur public, vous n'avez pas exactement les mêmes rémunérations. Et on vous vend, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit, on vous vend à la fois le sentiment d'accomplir une mission dans un but d'intérêt général. Moi, les agents que j'accompagne, je constate que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, la volonté de bien faire leur travail dans un but de servir, mais également on vous vend la sécurité de l'emploi puisque vous êtes censé avoir un emploi à vie. Bon, on verra que c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait toujours partie des arguments mis en avant pour rendre attractif la fonction publique. Concernant les faits de harcèlement, on a quelques chiffres officiels. 32% des agents publics estiment avoir été victimes de harcèlement au travail. C'est énorme, c'est quasiment un tiers. Enfin, franchement, on constate que cette proportion peut varier selon les fonctions publiques, notamment dans la fonction publique territoriale, on est plutôt aux alentours de 40%. 40%, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quasiment un agent sur deux victime de harcèlement moral. Et dans la fonction publique hospitalière, j'en accompagne énormément, et j'ai vu que le syndicat FSH nous suivait aujourd'hui en direct, on est à peu près à 27%. Donc là, pareil, à peu près un agent sur trois. Je pense que la réalité est bien au-delà, mais malheureusement, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres officiels parce que les agents ne parlent pas, ils se murent dans le silence. Parmi les types de harcèlement identifiés, on a 70% du harcèlement qui est du harcèlement moral, propos humiliants, mise à l'écart, critiques répétées, etc. Et ce taux peut monter jusqu'à 75% dans la fonction publique territoriale. Bref, c'est énorme, c'est vraiment une tare pour la société. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, on a des agents qui, en réalité, vont se désengager du service public. On a des agents qui vont être en arrêt maladie. Et puis, on a des agents qui vont se réorienter professionnellement parce qu'ils ne vont pas subir toute leur vie et ils vont décider de quitter le système. Donc, on va se priver de forces vives qui étaient animées par l'idée de servir l'intérêt général. Ce qui est, rappelons-le, quand même quelque chose d'honorable. Donc, c'est une vraie tare et surtout, la vraie victime, c'est la société d'une manière générale parce qu'on perd des agents qui auraient pu faire du bon travail et qui se retrouvent malheureusement harcelés. Le harcèlement est une infraction pénale. Les harceleurs sont des délinquants. Je le rappelle, c'est extrêmement important. Alors, je vous ai parlé du harcèlement moral institutionnel. Je vous raconte un peu l'histoire. En janvier dernier, je découvre un article sur Dalloz, qui est une revue juridique que j'adore publier, que j'adore lire, feuilleter. J'ai grandi avec à l'université. C'est vraiment une revue que j'adore. Le grand public n'y a pas particulièrement accès. Il y a quelques articles comme ça qui sont visibles sur Internet, mais grosso merdo, c'est quand même essentiellement une revue à destination des professionnels et il vous faut un abonnement pour y accéder. Petit aparté. Le site de la Cour de cassation a publié sur le sujet parce que justement le harcèlement moral institutionnel a été reconnu officiellement en janvier 2025 par la Cour de cassation. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on a étendu le cas de harcèlement moral à une situation qui n'était pas explicitement prévue par les textes. On va voir qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est extrêmement intéressant. Je vous ai mis la décision, si vous souhaitez aller la feuilleter en lien hypertexte dans l'article juridique qui accompagne l'émission de ce jour. L'effet était le suivant. Vous savez, les télécoms se sont restructurés au début des années 2000 et il a fallu se débarrasser, j'ai mis vraiment le mot débarrasser, quasiment pas de guillemets d'ailleurs, c'est vraiment le mot, se débarrasser de ces agents publics qui allaient passer dans le secteur privé, qui allaient donc devenir des agents publics avec un statut particulier,
c'était beaucoup moins avantageux pour les télécoms. Il fallait se débarrasser d'à peu près 20 000 agents. Et donc, à partir du début des années 2000, on a une politique du management par la terreur qui a été mise en place au sein des télécoms, avec notamment 2 plans, le plan Next, nouvelle expérience des télécoms, et ACT, anticipation et compétences pour la transformation. Ça a été assez calamiteux parce qu'effectivement, beaucoup de personnes sont parties, mais surtout, beaucoup de personnes se sont suicidées. Donc, on a quand même une situation extrêmement grave, parce que le harcèlement moral, c'est aussi ça. Ce sont des cas de tentative de suicide, voire de suicide dans les plus graves des cas. Donc, c'est pas anodin, et c'est la raison aussi pour laquelle c'est réprimé pénalement et que ça constitue un délit pénal. La qualification pénale du harcèlement moral institutionnel, elle n'est pas évidente, parce que, initialement, le droit, le code pénal, le code du travail, le code général de la fonction publique ne connaissent que le harcèlement moral. Donc le harcèlement moral institutionnel, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existait pas jusqu'à ce que la Cour de cassation le caractérise. Alors, le harcèlement moral institutionnel, c'est une création jurisprudentielle qui vise à étendre les faits de harcèlement à des situations dans lesquelles les dirigeants vont concevoir et mettre en œuvre en connaissance de cause, donc ce n'est pas quelque chose qu'ils ignorent, une politique d'entreprise qui va viser à dégrader les conditions de travail. Je vous ai dit, l'objectif, c'est de foutre dehors un maximum d'agents. Ils vont maintenir cette politique malgré les alertes internes et externes. Dans d'autres termes, certains l'auront écrit pour dire, bon, attention, ça s'apparente quand même à des faits de harcèlement. Et ils vont exercer une pression sur les départs en accentuant une surcharge de travail, en imposant une mobilité et en dégradant de manière délétère les conditions de travail. En d'autres termes, on a ce qu'on appelle une sorte on va pousser les agents, les salariés à sortir de l'entreprise, mais au lieu de les licencier, en fait, on va provoquer leur départ. Soit parce que c'est eux-mêmes qui vont demander à partir, soit parce qu'en réalité, on va les pousser à la faute et donc on va effectivement les licencier pour faute grave, sans indemnité, sans préavis, et donc se débarrasser littéralement de ces personnes. Bon, c'est dégueulasse, c'est effectivement caractéristique du harcèlement moral institutionnel, donc c'est donc une politique et un ensemble de manœuvres mises en place par une entreprise qui va viser à dégrader les conditions de travail, non pas d'une seule personne, mais bien de l'ensemble de salariés, et qui va constituer ce qu'on appelle le harcèlement moral institutionnel. C'est novateur. C'est pas évident parce qu'on est en train d'étendre le harcèlement moral qui, initialement, c'était le fait d'une personne, d'un employeur ou d'un salarié à destination d'une victime avec des agissements répétés qui allaient dégrader les conditions de travail ou les conditions de santé psychique et physiologique de l'agent, du salarié. Ici, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une seule victime, il peut y en avoir plusieurs. Il n'est pas nécessaire que ce soit un seul auteur, ça peut être tout un fonctionnement, tout un service, toute une entreprise. Et derrière, il n'est même pas nécessaire qu'il y ait des brimades, des réprimandes, des agissements subjectifs. Ça peut être la pression sur les départs, la surcharge de travail, la mobilité imposée. En d'autres termes, il suffit de regarder comment ça se passe dans votre service. Et si vous constatez une dégradation des conditions de travail de l'ensemble des salariés, eh bien, vous pouvez considérer que vous êtes face à du harcèlement moral institutionnel. C'est hyper intéressant parce que le droit pénal, c'est plutôt l'interprétation stricte de la règle pénale. En d'autres termes, le droit pénal, c'est la légalité des délits et des peines. Pour être emprisonné, il faut connaître à l'avance le type de comportement qui est réprimé. Pourquoi ? Pour que vous ayez conscience et connaissance qu'en adoptant ce comportement, vous commettez une infraction. On cherche à éviter les fameuses lettres de cachet, le fait d'être emprisonné de manière totalement arbitraire ou de commettre une infraction sans avoir la volonté de la commettre. Puisque sans intention, il n'y a pas de délit. Alors on sait qu'à partir des années 90, on a développé les délits sans intention. C'est le fait de ne pas apporter assistance à une personne en danger, c'est le fait de ne pas prendre des mesures de sécurité, notamment pour les maires ou certaines collectivités, etc., etc. Mais le principe, c'est que quand vous commettez une infraction, vous avez quand même conscience et connaissance que vous faites n'importe quoi. Ici, ce n'est pas forcément exigé. On est dans une situation où il n'est pas nécessaire qu'il y ait une seule personne, il peut y avoir tout un système mis en place. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque vous me voyez venir. Ça m'intéresse beaucoup de déployer cet argumentaire dans le cadre de la fonction publique et notamment dans le cadre des relations entre l'État et les citoyens. Je parlerai de ça à la fin de l'émission, donc restez jusqu'au bout. Le harcèlement moral institutionnel dans la fonction publique n'est pas reconnu comme tel. Je vous ai dit, c'est une décision de la Cour de cassation. Cependant, l'égalité devant la loi devrait conduire à ce que le juge administratif
notamment le Conseil d'État, le reconnaissent. Et d'ailleurs, très souvent, on s'aperçoit que des innovations juridiques sont d'abord reconnues par le juge judiciaire, puis ensuite par le juge administratif. Pourquoi? Probablement parce que les juges judiciaires jugent plus rapidement. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu observer tout au long de mes études. C'est régulièrement comme ça que ça se passe. On a d'abord des décisions rendues par les juridictions civiles, et notamment la Cour de cassation, puis quelques années après, le Conseil d'État qui pose le principe et qui, en principe, de manière générale, va rejoindre la position du juge judiciaire. Et oui, il n'y aurait rien de pire que le harcèlement moral institutionnel soit reconnu dans la relation entre une société et ses salariés, et pas entre une administration et ses agents. Or, du harcèlement moral institutionnel, qu'elle soit provoqué au sein d'une entreprise privée ou au sein d'une entreprise publique, ça reste du harcèlement moral institutionnel. Elle permet donc d'imaginer qu'une administration publique pourrait être poursuivie, voire sa responsabilité engagée, si elle adopte en connaissance de cause une politique interne structurée, entraînant une dégradation généralisée des conditions de travail. La suspension sans rémunération des agents publics. On va en parler justement après, je trouve que c'était assez intéressant. Alors elle est critiquable parce qu'évidemment ça pose la question de la prévisibilité de la règle de droit et notamment de la loi pénale. Avec l'interprétation stricte de la loi pénale, vous ne pouvez pas appliquer un comportement à peu près similaire à une infraction qui est prévue. Il faut que ce soit véritablement le comportement réprimé qui a été commis par l'auteur de l'infraction. Et ce, pour des raisons de l'égalité des délits et des peines et pour éviter la détention arbitraire. Je rappelle par exemple, petite anecdote, vous aviez dans les années 90 ces groupes de motards qui allaient manger dans les restaurants et qui partaient sans payer. Il ne s'agissait pas de vol puisque les plats avaient été remis volontairement et il ne s'agissait pas non plus d'une infraction du délit de gravellerie qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque. Et donc le législateur a été obligé de créer le délit de filouterie qui réprimait spécifiquement le fait de commander à manger, de se faire livrer un plat, de manger et de partir sans payer. Donc, ces personnes qui avaient commis ces infractions n'avaient pas pu être poursuivies pour le délit de vol parce que ça ne constituait pas en soi un vol. Il n'y avait pas eu la soustraction frauduleuse d'autrui. Ils n'étaient pas venus dans les cuisines récupérer les plats. Donc, on voit à quel point on ne rigole pas avec le droit pénal et à quel point, en réalité, il faut vraiment être précis dans la nature des comportements qui sont réprimés. On pourrait donc opposer ce principe-là. La Cour de cassation justifie quand même sa position par le fait que dans les travaux parlementaires, dans l'avis du Conseil économique et social de 2001, il y avait déjà cette volonté de pouvoir réprimer du harcèlement moral qui serait commis de manière institutionnelle, c'est-à-dire par plusieurs chefs au sein d'une entreprise. Donc, on voit ici que c'est assez intéressant parce que ce type de harcèlement moral institutionnel pourrait tout à fait être transposé à un certain nombre de cas auxquels on n'a pas forcément pensé, notamment dans l'application des passes. Je vais vraiment y revenir. Les ZFE, la suspension sans rémunération et passes monétaires dont on parlera la semaine prochaine. Le harcèlement moral institutionnel, il doit avoir exactement les mêmes effets que le harcèlement moral. Dégradation des conditions de santé, qui se caractérise par des troubles psychiques, des troubles somatiques, des tentatives de suicide, voire des suicides. Il faut que ce harcèlement moral compromette l'avenir professionnel et qu'il porte atteinte à des libertés fondamentales de l'agent. Jusque-là, on reste quand même sur des éléments assez similaires au harcèlement moral. Et bien entendu, la peine est toujours la même, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Il peut y avoir des circonstances aggravantes qui vont conduire à une aggravation de l'amende ou de la peine d'emprisonnement. Je ne reviens pas forcément dessus, ce n'est pas hyper intéressant, mais en tout cas, sachez que c'est un raisonnement qui pourrait être parfaitement utile. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une situation de harcèlement moral institutionnel? Généralement, je l'ai expliqué, les victimes de harcèlement moral ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont tout de suite victimes de harcèlement moral. Alors, quelques petits conseils pour essayer de le déceler. Il va falloir regarder un petit peu les origines organisationnelles de ces troubles. C'est-à-dire, vous allez constater que vos conditions de travail vont se dégrader pour vous, mais également pour vos collègues. Vous allez regarder si les décisions sont prises au niveau de la direction ou de l'administration. Et vous allez regarder si les conditions de travail qui sont dégradées concernent l'ensemble de votre service, l'ensemble des personnes qui vous côtoient, ou si c'est simplement votre situation à vous. Il faut qu'on arrive à démontrer qu'il y a une politique délibérée qui est adoptée malgré la conscience de ses effets délétères. En d'autres termes, n'hésitez pas à écrire à l'administration pour dire un certain nombre de mesures ont été prises, des mesures de réorganisation du service. Et on constate que, évidemment, ça va pousser au départ d'un certain nombre d'agents au sein de ce service. Ça peut être également une politique de pression, de mobilité imposée ou de surcharge de travail.
Tout ça, ce sont des indicateurs, des red flags que vous pouvez repérer et qui permettent de vous dire si oui ou non vous êtes dans une situation de harcèlement moral. Les agissements, bien entendu, doivent être répétés. Ce n'est pas un acte isolé, c'est important de le rappeler. Et il ne s'agit pas donc d'un cas isolé, mais bien d'une politique ou d'une pratique qui est récurrente. Bien entendu, vous avez toujours les actes de réprimande, de brimade, d'intimidation, d'humiliation, ça va en plus, mais ici, dans le harcèlement moral institutionnel, on va constater que ce n'est pas forcément comme ça que ça se caractérise. Les conséquences de ces pratiques peuvent être observées sous plusieurs formes. Vous allez essayer d'observer. Soit on va constater un absentéisme accru, des tensions interpersonnelles ou syndicales, une dégradation de la santé psychologique des agents, pas forcément les vôtres, mais en tout cas des agents avec qui vous travaillez, un turnover important, ou encore la multiplication des recours administratifs ou des signalements. Je rappelle que dans l'administration publique, vous avez la possibilité d'écrire à vos syndicats. Je pense notamment au FSH. Vous ne connaissez pas le FSH? Allez revoir notre émission avec Monsieur Karam, qui est le secrétaire général du FSH et qui agit au sein de la PHP pour se battre pour la défense des libertés fondamentales des agents publics. Ça fait plaisir d'avoir des syndicats qui se battent et qui n'ont pas peur de mouiller la chemise, y compris lorsque les sujets sont clivants, comme c'est le cas lorsqu'on parle de crise sanitaire. Vous avez donc également la possibilité d'écrire directement à votre employeur et de solliciter une enquête administrative interne. Je le mets souvent en place pour les agents que j'accompagne parce que véritablement, moi, je constate un avant-après. C'est-à-dire, avant, il se passe plein de choses, puis après, l'administration est vachement cool. Il se passe vraiment plus grand-chose. C'est assez drôle, et effectivement, c'est facile à mettre en place, c'est rapide, et derrière, l'administration a l'obligation soit de vous auditionner, de vous convoquer, de faire des confrontations. Bref, il y a une enquête, on doit déterminer si c'est vrai ou pas les faits que vous allez rapporter. Donc moi, je trouve que c'est efficace, c'est pas extrêmement coûteux. Je trouve qu'en termes de démarche procédurale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que les assurances ou la protection fonctionnelle est susceptible d'intervenir pour couvrir vos frais d'avocat. D'autres termes, il ne faut pas que ce soit des raisons financières qui vous poussent à subir le harcèlement. D'accord ? On ne rigole pas avec sa santé, surtout, encore une fois, parce que, comme je le dis et comme je le constate, souvent un courrier de ma part suffit à faire vraiment rentrer la situation dans l'ordre et calmer un peu les velléités de l'administration à votre égard. Alors, quels sont les recours que vous avez en tant que victime? Je vous ai parlé de l'enquête administrative interne, c'est vraiment la première étape, et je pense qu'il faut vraiment commencer par ça. Vous pouvez également écrire à vos syndicats, les alerter, pour essayer d'avoir un peu de soutien. Ça marche. Encore une fois, j'ai parlé du FSH, mais il y a bien d'autres syndicats qui font le job, qui sont animés par des personnes qui ont envie de bien faire et de défendre les intérêts de leurs collègues et des agents. Et évidemment, il faut pousser la porte pour pouvoir les rencontrer. Vous pouvez également saisir la médecine du travail et, bien entendu, ça vous permet de vous mettre à l'abri si jamais on constate une dégradation de vos conditions de santé. Arrêt maladie, on se repose et, bien entendu, on essaie de trouver des solutions. Vous avez également la possibilité, mais là c'est un peu la bombe atomique, de faire une plainte pénale pour harcèlement moral. Ben oui, rappelons-le, le harcèlement moral, c'est une infraction. Les harceleurs sont des délinquants. Donc, vous pouvez déposer une plainte pénale. Vous faites un courrier au procureur de la République ou alors vous allez directement au commissariat ou à la gendarmerie déposer une plainte et les gendarmes ou les policiers ont l'obligation de recueillir votre plainte. C'est une obligation, je le rappelle. Ils ne peuvent pas vous dire passez plus tard ou on ne recueille pas ce type de plainte. Moi, ce que je conseille quand c'est comme ça, vous saisissez votre avocat, on rédige la plainte pour vous et nous, on saisit directement le procureur de la République. Vous avez également la possibilité de faire un recours en responsabilité. Là, il s'agira de vous faire indemniser. Je rappelle que j'ai fait une page sur le harcèlement moral et que vous avez la possibilité d'aller faire évaluer grâce à un simulateur le droit à réparation auquel vous pourriez prétendre. Alors bien entendu, ça reste quand même un simulateur, donc il y a un certain nombre d'informations qu'on a besoin de recueillir pour pouvoir déterminer si vous avez droit à une indemnisation et à partir de quel montant vous pouvez avoir droit. Mais en tout cas, ce simulateur, il est basé sur un certain nombre de décisions de justice qui ont rendu des décisions dans des cas où on a eu une dégradation des conditions de santé. Donc, remplissez le simulateur, regardez un petit peu ce à quoi vous pourriez prétendre et rappelez-vous toujours, sans la preuve, le droit n'est rien. Donc, il faut constituer un certain nombre d'éléments de preuve. Prévenir le harcèlement moral, comment faire? Là, je m'adresse essentiellement
à l'administration et aux syndicalistes, parce que c'est vous qui allez pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures préventives. Il est intéressant d'avoir une véritable politique de prévention, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la possibilité de prendre des documents en interne, documents de travail, sur lesquels vous allez expliquer aux agents victimes de harcèlement comment ils peuvent activer toute une série de leviers pour leur permettre de mettre fin à la situation de harcèlement. En d'autres termes, l'employeur est le premier acteur de lutte contre le harcèlement. Que faire quand c'est l'employeur lui-même qui cause ce harcèlement? Là, vous allez voir qu'il y a d'autres instances au sein de l'administration qui peuvent être activées. On peut également avoir une formation et une sensibilisation des agents et des encadrants. J'ai fait une formation sur le management. Alors, vous voyez, c'est assez drôle parce qu'on est avocat et on peut se considérer qu'une formation sur le management, pourquoi faire? Après tout, quand on est avocat, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une maîtrise juridique, d'être un expert dans votre domaine. Oui, mais ça marche très bien quand vous êtes tout seul. À partir du moment où vous avez une équipe, comme c'est mon cas par exemple, où on est bientôt 10, là, clairement, vous ne pouvez plus être simplement avocat. Vous devez avoir la capacité de manager. Et le management, c'est une compétence, ce n'est pas une récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous confiez à des agents des fonctions de management sans les former et sur l'unique critère de l'ancienneté, vous allez au-devant de graves problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une compétence. Parce qu'il faut apprendre à manager, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à recueillir au sein de son équipe l'assentiment, de les emmener dans votre direction, d'être capable de vous adapter à chacun des agents qui composent votre équipe, d'être capable de les faire adhérer au projet commun qui est de réussir. Réussir dans la fonction publique, c'est servir l'intérêt général. Donc le management est une compétence, elle n'est pas une récompense. Et souvent, on a des managers toxiques qui sont en réalité des personnes qui ont hérité des fonctions de management en raison de leur ancienneté et qui, sous l'effet du stress, sont de terribles managers. Parce que quand vous managez en étant stressé, vous managez mal. Et je peux vous dire que parfois, c'est mon cas, et c'est vrai que en tant que manager, je me remets en cause parce que quand je suis stressé, c'est des moments où je manage de la pire des manières. Mais on apprend, et puis à partir du moment où vous avez conscience et connaissance de vos limites, eh bien, vous pouvez travailler dessus et vous améliorer. Mais comme quoi, j'ai été particulièrement surpris lors de cette formation, qui d'ailleurs ne compte pas dans mes heures obligatoires de formation, c'est assez drôle. Donc, les 20 heures de formation annuelles que je dois réaliser en tant qu'avocat, si je fais une formation sur le management, même pendant 2 jours, ça ne compte pas dans les 20 heures. Il faut vraiment que je fasse du droit, du droit, du droit. Et ce qui était assez drôle, c'est que la personne qui organisait cette formation de management m'avait dit, c'est la première fois que je vois un avocat venir à une formation de management. Et quand je vois notre confrère, je ne sais plus son prénom, vous savez, l'associé de notre ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, notre confrère Veil, qui est poursuivi aujourd'hui pour des faits de harcèlement moral par les ordres, mais également par les juridictions pénales, si je ne dis pas n'importe quoi, là, je sais que la question du management au sein des cabinets d'avocats, c'est une vraie question. Parce que moi-même, vous le savez, je vous en ai parlé, j'ai connu des faits de harcèlement lorsque j'étais dans mon premier cabinet d'avocat, pas directement par le collaborant, le confrère qui m'avait employé, mais par sa secrétaire, qui était particulièrement odieuse et qui avait décidé de me pourrir la vie. Alors probablement que ce n'était pas une méchante femme, probablement que ce n'était pas ce qu'elle voulait. J'imagine très aisément que c'est quelqu'un de très sympathique dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, avec moi, elle avait été particulièrement odieuse, et c'est vrai que je ne savais pas comment sortir de cette situation. Parce que le management, c'est une compétence. Et quand vous managez en étant stressé, vous êtes un terrible manager. On a également des dispositifs d'alerte qui doivent être mis en place pour pouvoir faire en sorte que lorsqu'il y a des faits de harcèlement, on puisse les faire remonter et qu'on puisse mettre fin à ces comportements. Je rappelle que la plupart des personnes victimes de harcèlement ne saisissent pas automatiquement les juridictions pour être indemnisées. Il y a plein de choses à faire en amont. C'est la raison pour laquelle, lorsque mes clients viennent me voir au sein de mon cabinet, c'est très rare que je préconise tout de suite de saisir un juge. Il faut vraiment que vous soyez dans une situation où vous avez un dossier qui est comme ça et qui est béton, parce que ça fait des années que vous emmagasinez un certain nombre de preuves. Mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. Les victimes de harcèlement, on n'attend pas pendant des années, ou en tout cas si on a attendu pendant des années, on a été passif, on n'a pas malheureusement eu de stratégie. Donc c'est tout l'intérêt en venant à mon cabinet. Et bien évidemment, l'employeur doit mettre en place toute une série
de documents permettant d'évaluer les risques sociaux. Il y a des entretiens annuels qui sont mis en place. Bref, il y a toute une série de choses qui sont instaurées visant à faire en sorte que les faits de harcèlement puissent soit ne pas exister, soit qu'ils prennent fin le plus rapidement possible avant qu'il y ait une plainte pénale qui soit engagée et qu'on ait une procédure d'indemnisation qui soit initiée. Alors, on arrive sur la meilleure partie de l'émission. Vraiment, s'il y avait une seule petite chose à retenir de cette émission, c'est comment on va pouvoir déployer le harcèlement moral institutionnel développé par la Cour de cassation dans tous nos contentieux, mis en place dans le cadre de la lutte contre la société de passe. Passe monétaire avec la monnaie numérique qui arrive, passe sanitaire avec la crise sanitaire que nous avons connue, les passes écologiques avec les ZFE qui ont été supprimés. Alors, on va attendre quand même la décision du Conseil constitutionnel, mais c'est intéressant parce que, bien entendu, c'est un vrai combat politique qui a été mené. Moi, c'est un combat que j'ai mené devant les juridictions administratives à Paris et à Montpellier. Et évidemment, la suppression de ce pass écologique, c'est une bonne nouvelle. On verra si ça suivra parce que, évidemment, ça faisait partie des mesures mises en place au niveau de l'Europe. Donc, est-ce qu'une loi peut venir contrarier une directive? C'est une autre question, mais en tout cas, c'est un bon pas vers la fin de cette politique de ségrégation. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut déployer le harcèlement moral institutionnel à l'encontre de cette société du pass? Les passes écologiques incarnées par les zones de faible émission. Je vous invite encore une fois à retourner voir notre article et nos émissions au sujet des ZFE. J'ai fait pas mal d'articles, j'ai fait pas mal d'émissions. Je pense que c'est intéressant de revenir dessus parce que vous allez comprendre qu'il s'agissait de lutter contre la pollution de l'air en maintenant une bonne qualité de l'air, en faisant disparaître de la circulation tous les véhicules qui étaient considérés comme étant trop polluants. Bon, pas trop polluants, en réalité, c'était simplement en fonction de l'ancienneté. Ça ne tenait pas compte des caractéristiques des moteurs, ça ne tenait pas compte non plus de l'utilisation ou de l'intensité d'utilisation des différents véhicules. Donc, on était vraiment dans une paresse administrative dans lequel on allait uniquement faire sortir de la circulation les anciens véhicules qui, d'un trait de plume, allaient se retrouver donc avec une valeur proche de zéro, puisqu'évidemment, si votre véhicule est assez ancien, vous ne pouvez plus le vendre, puisque 40% du territoire français était aujourd'hui concerné par les ZFE. Cette exclusion, elle concernait essentiellement les couches défavorisées de la population. Pourquoi ? Parce que quand vous avez les moyens, vous achetez un autre véhicule. En général, vous roulez plutôt avec des véhicules récents. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est effectivement plus agréable, parce que, bien entendu, socialement, vous allez avoir aussi un aura quand vous avez un véhicule qui est plus récent, parce qu'il y a aussi moins de réparations. Bon, ça aussi, ce sont les moteurs PureTech. C'est un autre sujet, ça aussi, sur lequel on agit. Mais normalement, vos véhicules, s'ils sont récents, vous avez très peu de réparations, en tout cas les 10 premières années et avant les 100 000 premiers kilomètres. C'est souvent comme ça qu'on dit il faut acheter un véhicule 10 ans avant et avant 100 000 kilomètres. Donc, c'était clairement une mesure qui visait à faire exclure de la circulation des centres-villes urbains, mais également des métropoles. C'est-à-dire que Montpellier, c'est la métropole. C'était les 31 villes qui composent la métropole. Il y avait l'instauration d'une ZFE. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus circuler, y compris dans les villages aux alentours. Donc c'était quand même particulièrement discriminant, puisque vous étiez discriminé, distingué, uniquement sur des critères sociologiques. Est-ce que vous aviez l'argent ou non pour acheter un véhicule plus récent? Si ce n'était pas le cas, vous sortiez de la circulation, avec toutes les problématiques qui vont avec, c'est-à-dire comment on fait pour accéder à certains services publics, qui, je le rappelle, sont nécessaires, indispensables, et se trouvent parfois que dans les métropoles. Vous avez besoin d'accéder à un hôpital, comment on fait lorsque vous êtes avec un véhicule polluant? Vous avez besoin d'accéder à un certain nombre d'activités économiques, c'est souvent dans les métropoles, c'est souvent dans les grandes villes, c'est rarement en tout cas dans les villages. Donc en fait, on avait une coupure, une exclusion de la population des centres urbains, avec toutes les conséquences sociologiques, économiques et sociales et sanitaires que l'on peut imaginer. Donc c'était particulièrement dangereux comme mesure, et surtout, en fait, heureusement, aucune contravention quasiment n'a été distribuée. Alors ils ont fait un peu les fous à Lyon, mais d'une manière générale, il n'y a pas eu d'instauration de PV, de contravention. Si tel avait été le cas, je peux vous assurer qu'il y aurait vraiment eu une grogne sociale. Donc, les ZFE sont pour moi une sorte de passe écologique qui, bien entendu, grâce au harcèlement moral institutionnel, pourrait tout à fait permettre de combattre ce type de mesures en disant que, en participant à la dégradation des conditions de vie, de santé
et d'économie d'une partie de la population, on va dégrader leurs conditions de vie, on va exercer une pression à leur encontre avec les contraventions, avec les exclusions, et donc on va commettre ce harcèlement moral institutionnel qui est une infraction et qui pourrait tout à fait s'appliquer à ce type de situation. Autre exemple, l'obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération instaurée par la loi du 5 août 2021. Ceux qui me suivent, vous le savez, ça fait plusieurs années que je me bats contre ça. On est devant la CEDH et on accompagne plus de 400 soignants qui veulent être indemnisés en engageant des recours à la fois contre l'État et à la fois contre leurs employeurs sur l'argument principal, puisque tout ayant été validé et jugé comme étant conforme au droit, qui est la responsabilité sans faute, c'est-à-dire il n'y a pas de faute, la loi est parfaite, avec des guillemets, mais par contre, mon préjudice est tellement grave que j'ai un droit à être indemnisé. Donc, évidemment, on a des agents, on a des salariés et on a des libéraux qui ont été poussés dans leur plus grand retranchement, qui ont subi une pression psychologique à laquelle peu d'entre nous auraient pu résister, croyez-moi. Certains ont tout perdu. Certains se sont même suicidés. Alors, évidemment, on ne pourra jamais connaître véritablement les chiffres, mais on sait que certains se sont suicidés, se sont ôtés la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle pression, il y avait une telle mort sociale qui était annoncée. Je rappelle pour ceux qui nous découvrent et qui ne savent pas ce qu'est la suspension sans rémunération, c'est lorsque vous choisissez librement, vous ne commettez aucune faute, de ne pas satisfaire l'obligation vaccinale, vous êtes interdit de travailler dans votre domaine de compétence. En d'autres termes, vous ne pouvez pas aller travailler chez un autre employeur ou finalement vous livrer à votre activité avec d'autres patients. Vous n'avez aucune rémunération. Vous ne percevez plus le fruit de votre travail. Terminé. Vous ne pouvez plus travailler, vous ne percevez plus de rémunération. Vous n'êtes pas un bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi. Vous n'êtes pas privé involontairement d'emploi. Vous êtes simplement suspendu. Vous ne bénéficiez pas de la possibilité de vous reconvertir professionnellement. Vous êtes suspendu. Vous ne bénéficiez pas de ristourne fiscale. Vous allez payer les impôts comme si vous aviez continué de travailler pendant l'année 2021. Je rappelle qu'il y a toujours une année de décalage. Et bien entendu, vous étiez dans une situation où, pour certains agents publics, vous ne pouviez pas travailler ailleurs, dans n'importe quel domaine d'activité, sans une autorisation préalable et express. Là-dessus, la loi a toujours été silencieuse et les juridictions ne se sont jamais véritablement prononcées. Mais on sait qu'il vous faut, au nom du Code général de la fonction publique, une autorisation express et préalable, et il faut que votre métier corresponde à la liste limitative des autorisations de cumul d'emploi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et vous l'aurez bien compris, en fait, c'est une mort sociale. Vous n'avez plus de revenus, vous perdez tout. Et ça, c'est terrible. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne 400 soignants en réparation. Il est toujours temps d'agir, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent. Les enjeux de l'indemnisation sont énormes. Et encore une fois, on ne se bat pas simplement pour une question de réparation. On se bat aussi pour un choix de société. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde dans lequel on peut être suspendu sans aucune rémunération ? Je pose la question. Considérons que si vous ne faites rien, c'est que vous considérez que c'est acceptable. C'est votre choix. Donc le harcèlement moral institutionnel pourrait très bien être invoqué à l'encontre de l'État, à l'encontre des employeurs qui ont mis en place cette politique de management visant à contraindre par la force les agents à adhérer à une vaccination expérimentale, et ce, sans forcément avoir l'intention de vouloir leur commettre des actes de harcèlement moral, mais il suffit simplement que ça ait eu pour effet de dégrader leurs conditions de santé et leurs conditions de travail, ce qui forcément a été le cas, et vous avez un magnifique cas d'illustration de harcèlement moral institutionnel. Donc là, aujourd'hui, moi, je me pose vraiment la question de savoir si, sur la base de cette jurisprudence, on ne pourrait pas s'aventurer sur ce type de comportement. La prescription étant de 6 ans en matière de délit, clairement, il y a un vrai sujet. Enfin, l'instauration d'un pass monétaire via la monnaie numérique. Ça va être hyper intéressant, ça fera la transition avec l'émission la semaine prochaine, qui aura lieu le lundi 9 juin à 20h en direct, soyez nombreux. Quelle est la question de la monnaie numérique ? J'ai fait un post là-dessus, je vous invite vraiment à me rejoindre sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube évidemment, si vous ne me suivez pas, TikTok également. Le pass monétaire adossé à une monnaie numérique, c'est quoi ? C'est la possibilité de l'État de contrôler vos ressources financières. Il va pouvoir avoir une connaissance fine et en temps réel de toutes les transactions qui vont être réalisées par vous. Cela va permettre donc de lutter à la fois contre la fraude, le blanchiment, le trafic de drogue, c'est ce qui est mis en avant par Darmanin, et on voit avec quelle efficacité d'ailleurs ils sont capables de réprimer tous ces vilains gredins qu'on a pu voir hier soir hier soir et avant-hier soir lors de la grande victoire du PSG. Personnellement, jamais j'aurais cru qu'ils auraient pu gagner, mais comme quoi tout arrive. Et donc, on a bien compris que ça allait surtout contrôler la vie des honnêtes gens qui, eux, ne pourront pas faire autrement que d'être soumis à ce pass monétaire, puisque
La monnaie étant numérique, tout va transiter par des comptes bancaires. Et donc, la conséquence que l'on va avoir, c'est qu'il pourra y avoir une limitation géographique de la dépense de vos ressources. Vous ne pourrez pas acheter certains produits dans certaines zones géographiques. Il y aura également la limitation d'achat jugée inappropriée. Moi, je pense toujours à cette personne qui cherche à acheter une bague pour sa maîtresse. Bon, bah là, ça va être très compliqué pour lui de pouvoir procéder à ce type d'achat. Ou encore le blocage de transactions pour des motifs politiques ou sociaux. Rappelez-vous, lorsque vous avez eu notamment le convoi de la liberté au Canada, comment est-ce que le gouvernement Trudeau a pu-t-il faire pour mettre fin assez rapidement à ce convoi de la liberté? Rappelez-vous, ils ont bloqué les comptes bancaires des truckers, des camionneurs. Donc, imaginez demain des gilets jaunes puissance 1000 avec des comptes bancaires bloqués du jour au lendemain pour des raisons purement politiques ou sociales, parce que vous représentez un risque pour la sécurité publique. Demain, vous aurez vos comptes bloqués. Voilà ce qu'est l'avenir de la monnaie numérique. Ça vous plaît? Je ne sais pas, personnellement, moi ce n'est pas le cas. D'avoir évidemment des dépenses surveillées, conditionnées, voire sanctionnées, c'est clairement une société de contrôle à la chinoise. Et on va, grâce ou à cause de ce pass monétaire, de ce pass numérique que je vais combattre aussi ardemment que vous m'avez vu avec le pass sanitaire. On va le combattre, ce pass. Eh bien, vous pourrez avoir ce qu'on appelle un harcèlement moral institutionnalisé. Parce que là, clairement, on va avoir une dégradation de vos conditions de vie, de travail, et une pression exercée au quotidien à l'encontre de tous les citoyens qui demain devront faire patte blanche sur l'entièreté de leurs dépenses, eh bien, nous aurons ici une situation de harcèlement moral institutionnel qui, à mon sens, constitue un argument juridique qui pourra être invoqué à l'encontre de l'État afin de faire tomber ces mesures par la commission d'une infraction pénale. Est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas, puisque vous l'avez vu pendant la crise sanitaire, un certain nombre de plaintes pénales ont été engagées et n'ont toujours pas, à l'heure actuelle, été jugées. Mais une chose est certaine, ça aura deux effets. Le premier, de tenir le droit. Extrêmement important. Parce que tôt ou tard, le droit triomphe toujours. Le deuxième, ralentir leur progression et leurs atteintes inconditionnelles à nos libertés fondamentales. C'est-à-dire que s'ils savent que derrière, ils ont des citoyens avertis, des avocats combatifs, qui vont venir les challenger, qui vont venir sur leur terrain combattre ces mesures liberticides, évidemment qu'ils devront y aller avec parcimonie, petit à petit, et on ralentira l'instauration de ces mesures liberticides jusqu'à ce que, je l'espère, l'opinion publique réalise à quel point il est en train de se faire berner et à quel point, dans une démocratie, ce n'est pas à l'État de tout connaître de vous, mais bien aux citoyens de tout connaître sur l'État.